Bonjour à tous, je vais me présenter. Donc, je suis Idriss Tazrar, je suis le responsable commercial sur la région Grand Est. Donc, moi, je suis basé à Annecy et sur le secteur industrie. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la série. Donc, comme mes collègues l'ont dit précédemment, l'impression 3D, la fabrication additive, ça intervient dans le début. Et là, c'est très connu dans le début du cycle de vie d'un produit sur le prototypage et sur la conception d'outillage pour la production. Et on voit de plus en plus arriver la série pour de la pièce finale. Donc le, hop, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui, où je vais vous présenter ça. Dans quel cadre est-ce que ça va être utilisé? Ça va être utilisé pour de la pièce unique, donc notamment pour de la pièce unique unitaire ou de la petite série. Donc là, on a un exemple de carter de moto qui est très spécifique, ou alors pour du capotage pour des très petites séries ou de la machine spécialisée, où pour vos clients, vous avez quelques pièces à sortir. Et là, à ce moment-là, la question va se poser, à savoir comment est-ce qu'on va fabriquer ces pièces. Ça va, la liberté qu'offre la fabrication additive, ça va aussi permettre de faire des pièces personnalisées. Donc, bon, là, on a l'exemple de la résine Trudent. Donc, évidemment, un dentier va être adapté à chaque client. On va avoir une pièce à chaque fois. On a aussi l'exemple de Mini dans l'automobile qui a utilisé la fabrication additive pour personnaliser directement les petits capots de clignotants et la clé de la voiture. Donc, ça, c'est des choses qui étaient à une certaine époque inimaginable d'aller adapter à chaque fois un moule d'injection à chacun des clients. Aujourd'hui, on va être capable de personnaliser un petit peu ces pièces. Je vous repose un petit peu la question parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure au niveau du prototypage. Beaucoup d'entre vous utilisent la fabrication additive pour le prototypage. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui produisent déjà en série avec des imprimantes 3D? Personne ne lève la main, donc c'est que c'est un sujet qui peut être utile. Ah, mais j'ai pas vu. Ah oui. Euh, voilà. On a certains exemples. Donc, comme je le disais, pour des pièces de série, pour de la machine, machine spécialisée, donc machine spécialisée de laboratoire, où globalement, sur le volume de pièces, quand on reste entre 10 et 10 000 pièces par an, et 1000 pièces par an, là, dans ce cas-là, après, on verra que sur certaines pièces, peut augmenter un petit peu. C'est quelque chose qui est très intéressant au niveau des contraintes de coût, déjà pour la production d'un moule d'injection notamment, en termes de temps et d'adaptabilité de la pièce qu'on va produire. Voilà. On a quelques exemples qui ont fait un petit peu parler. Alors là, on a l'exemple d'Adidas qui a fait plutôt parler, qu'on produit du coup 100 000 paires de chaussures en impression en résine, qui ont un design en plus qui est assez particulier et qui peut être obtenu que grâce à la fabrication additive. Et c'est quelque chose qu'on pensait impossible à une certaine époque. Donc, voilà, dans le secteur automobile, on le voit arriver aujourd'hui de plus en plus avec BMW qui va produire 100 coulisses de vitres en 24 heures et du coup qui va utiliser ces technologies-là. Donc on voit l'impact qui est de plus en plus fort dans la production de série. Un autre cas d'application, ça va être la pièce de rechange. Donc déjà la pièce de rechange en interne sur votre process, on le voit chez beaucoup qui s'équipent pour de la maintenance de lignes de production. Donc là, on va plutôt que de faire appel à son fournisseur et d'avoir un temps d'attente au niveau des pièces, on va être capable de produire une pièce de rechange très très rapidement et de combattre un petit peu l'obsolescence de, de- d'un outil qu'on a en interne ou alors d'une machine qu'on a en interne. Mais c'est aussi vrai pour le produit fini. Donc, on va pouvoir faire une pièce de rechange. Alors, en l'occurrence, on a un capot moteur qui est en place depuis 2021 dans un environnement salin et finalement qui résiste mieux que la pièce qui était prévue de base, qui était métallique. Donc, quelque chose qui est assez intéressant de noter. C'est pas forcément toujours plus fragile que ce à quoi on s'attend.
Pour l'utilisateur final, on peut aussi avoir de la pièce de rechange. Donc là, on a un exemple d'un de nos clients qui fait du SAV et du reconditionnement avec de l'impression 3D. Donc, qui vont plutôt que de jeter un produit qui ne peut plus être réparé parce que les pièces sont plus disponibles, là, on va aller imprimer les pièces pour augmenter la durée de vie. J'ai aussi un exemple en tête d'un autre client qui a changé ses presses d'injection et donc qui ne voulait pas réadapter toutes les empreintes sur les nouvelles presses pour faire du SAV sur leurs anciens produits, etc. Donc c'était des produits sur lesquels ils ne pouvaient plus maintenir un SAV sur du long terme. Grâce à l'impression 3D, ils peuvent encore imprimer des pièces à la demande des clients et pouvoir leur envoyer. Sur la production de figurines et de maquettes, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde a vu. Donc, on a aujourd'hui des acteurs qui produisent directement des petites figurines, des maquettes, notamment Warhammer. Certains d'entre vous connaissent peut-être, sur de la figurine monocouleur comme ça. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut adapter à chaque fois la production et faire de la série là-dessus. Mais c'est aussi possible en multicouleur. On a notamment un de nos clients qui est dans le cinéma, qui fait du film d'animation et qui produit des petits personnages pour du film d'animation en stop motion. Et donc là, on est capable de les accompagner là-dessus directement avec la technologie PolyJet de Stratasys. Voilà. On va passer un petit peu sur quelques exemples clients, mais globalement, voilà, un ensemble d'impressions de pièces sur de la série. Alors, on n'ira pas concurrencer l'injection plastique sur des très très grandes séries, ça je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais on évolue de plus en plus, aller jusqu'à 100 000 pièces, etc. Donc ça, c'est un exemple d'un client. Je le trouve assez intéressant de vous le partager, celui-ci, parce que ça montre qu'on peut adapter un petit peu la pièce avec des inserts filetés. Et donc, ça aurait été fait de base en surmoulage en injection plastique. Là, c'est un process qui a été en plus. On a été inséré un insert qui a été chauffé. Mais il y a quand même eu un gain sur cette pièce-là, malgré l'opération qu'on a eu à faire en plus, parce qu'on n'a pas eu à produire de moule. Un autre exemple, c'est cette antenne qui finalement s'est avérée plus performante au niveau de son rendu imprimé en 3D que sur le modèle qui avait été usiné de base. Donc on a fait un gain au niveau du temps de production, mais on fait aussi un gain au niveau des performances. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et ça, malheureusement, c'est un exemple qu'on voit arriver de plus en plus, hein. Je pense qu'en regardant l'actualité, on le voit un petit peu plus. Le drone, on a des productions de pièces qui pourront être plus locales et donc sur certains enjeux qui sont très importants. Voilà. Et je reviens au niveau de l'automobile, notamment cet exemple qui a fait parler chez Renault avec le support de baguette qui a été imprimé en 3D, qui finalement, on pense qu'il marche plutôt bien. Ça peut faire rire, c'est très français, mais ça permet de personnaliser un petit peu les pièces. On a aussi des exemples de véhicules spécialisés, donc pour les véhicules de secours ou pour les véhicules de police, où ça leur permet d'adapter les équipements qu'ils ont dans un véhicule qui est déjà existant. Donc, on va vraiment faire de la production de pièces spécialisées pour un cas en particulier. Aujourd'hui, comme l'a dit Théo tout à l'heure avec le GDI, pour produire avec la fabrication additive, il y a des choses quand même à considérer. Ça laisse des libertés qui sont assez infinies, hein, quand même, par rapport à ce qu'on connaissait avant. Il y a aussi quelques contraintes. Donc au niveau de la conception et du design, on peut aller chercher des formes, comme je l'ai évoqué avec les chaussures Adidas tout à l'heure, qui n'auraient pas été atteignables avec d'autres technologies. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses à prendre en compte. On revient sur cette slide parce qu'on la trouve très importante de notre côté, parce que c'est ce dont on fait face tous les jours. C'est essayer de donner un contexte global à tout l'assemblage,
à quoi va servir votre pièce? Pourquoi est-ce que vous la réalisez comme ça? Dans quel contexte est-ce qu'elle va être utilisée? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer son emplacement, son orientation, etc. Et finalement, quand on va penser et concevoir toute une pièce pour la fabrication additive, c'est là où on va réussir à avoir tous les avantages. Si on part d'une pièce qui a été faite pour de l'usinage et on essaye de l'imprimer, bon, bah, on va se rendre compte des limitations rapides de la fabrication additive. Euh, un autre exemple dans la conception, celui-ci je le trouve intéressant, c'est notamment aller mettre de la texture sur une pièce volontairement pour aller gommer un des inconvénients de l'impression 3D, c'est toutes les couches qu'on voit, hein, je pense que tout le monde a déjà eu le cas, et ben, en essayant de trouver une autre manière de concevoir sa pièce et en mettant une petite texture dessus, finalement on se rend compte que ces défauts d'aspect, on les a beaucoup moins. Euh, autre partie qui est assez importante à prendre en compte dans la conception pour la série, là, pour le coup, c'est d'aller prendre en compte directement le placement des pièces dans l'imprimante. Donc là, en l'occurrence, un exemple SLS, donc, avec la Fuse de Formlabs, vous avez le slicer, le logiciel préforme qui peut vous assembler toutes les pièces et les placer dans la chambre de fabrication de l'imprimante. Ça peut le faire automatiquement. Ça marche très très bien quand j'ai une petite série à faire à la marge, etc. Par contre, ce que je pense, et je pense que ce qui est vrai, c'est que bah, si je mets un ingénieur pendant 2 semaines sur le sujet à essayer de me trouver l'optimisation parfaite, je pense que je peux avoir des gains plus intéressants que le placement automatique. Donc là, ça permet de gagner en vitesse, ça permet de mettre plus de pièces dans le bac, etc. Et si je reviens en arrière, j'ai aussi un autre exemple qui me vient en tête. Un client qui nous avait fait une demande de lissage chimique. Donc ça, on le verra lors du post-traitement des pièces. Mais si vous voulez, pour le lissage chimique à la vapeur, on va avoir les pièces qu'il va falloir placer dans une chambre et avoir la vapeur du solvant qui va être uniformément autour de la pièce. Et pour ça, il avait mis pendant sa conception des petits crochets pour pouvoir, qui vont être cassés après hein, quand on va utiliser la pièce, mais qui vont permettre de faciliter le post-traitement de la pièce. Voilà. Quand est-ce qu'on va prendre la décision d'aller sur la fabrication additive pour de la production de séries? On a ces deux graphes qui sont assez parlants, où bah, du coup à gauche, je pense que c'est ce que vous connaissez un petit peu, c'est bah, au niveau du volume au niveau du volume de production de pièces, où bah, forcément l'injection plastique va être plus rentable à partir d'un certain volume. Mais tout ça est gommé avec le graphe de droite dès qu'on va augmenter les variations de pièces. Dès qu'on va avoir un minimum de variations dans nos séries, bah forcément, là, vous êtes obligé de ressortir des moules et vous augmentez vos coûts. Alors que sur l'impression 3D, on le voit, c'est une ligne. Globalement, on reste constant, qu'on fasse beaucoup de pièces ou non. Bon, voilà. L'impact global, Olivier en a parlé tout à l'heure, mais on a remis cette slide ici parce que c'est d'autant plus important de prendre en compte tous ces éléments-là quand vous allez réfléchir au fait de vouloir produire avec de l'impression 3D. En général, les questions qu'on nous pose, et c'est pour ça qu'on l'a mis en haut de l'iceberg, c'est ça, c'est matière, géométrie et tolérance. Et basta. Nous, on cherche à aller creuser vraiment profondément sur tout l'aspect global de la production pour voir si ça vaut vraiment le coup et si ça vaut le coup de s'y pencher. Et la plupart du temps, quand on a fait cette étude globale, c'est qu'il y avait un certain avantage. Il y avait beaucoup de points à passer. Euh, Dans la production, on va avoir le post-traitement qui va être aussi important, je dirais, que pour la production de pièces conventionnelles. On va en parler un petit peu. Je vais vous montrer quelques exemples de post-traitement. Donc, notamment, on a le nettoyage des résines, le dépoudrage, le lissage chimique ou mécanique. Alors ça, je l'ai un petit peu évoqué. On peut colorer des pièces et après, on peut les passer en étape de peinture pour avoir un aspect fini. Euh, en parlant de peinture, ça me fait penser à un client
qui on a pu visiter, donc un service bureau qui eux font donc de la pièce SLS pour la RATP. Donc c'est des pièces qui vont se retrouver sur des bus derrière. On a vu les pièces sorties de tout le process de lissage, de ponçage, de peinture et ainsi de suite. Même nous qui sommes habitués à avoir des pièces imprimées en 3D au global, c'est impossible de dire en voyant la pièce que c'était une pièce qui avait été imprimée. Et pourtant, ça leur a permis d'adapter, il me semble que c'était des capteurs qu'on avait sur les bus ou des caméras, etc. Ça leur a permis d'adapter un petit peu leur pièce face aux enjeux qu'ils avaient. Donc, voilà. Bon, là, en gros, le post-traitement, les choses qu'il y a à prendre en compte quand vous prenez en compte votre post-traitement, c'est les goulots d'étranglement que ça peut générer. Donc, au niveau de votre productivité, à quel moment est-ce que votre post-traitement va devenir plus une contrainte et comment est-ce qu'on peut l'adapter pour éviter le goulot d'étranglement à ce niveau-là. Et ensuite, ça vous permet de maîtriser un petit peu plus la répétabilité de la qualité de vos pièces et d'aller vers de la sécurité avec certaines de nos solutions. Donc, pour ça, on est accompagné notamment de post-process avec leur technologie qui permettent de faire du rinçage des pièces imprimées sur des machines, des machines résine, donc SLA et DLP, sans alcool isopropylique. Donc là, quand on parle de sécurité, aujourd'hui, c'est un process qui est un peu compliqué auprès de tout le monde de stocker de l'alcool isopropylique. Vous avez peut-être ce souci-là. C'est possible de le faire sans de manière répétable. On a aussi de l'enlèvement de support pour le polyjet et pour l'impression en cire, et de l'enlèvement de support pour les impressions en FDM, notamment chez Stratasys, et la tribofinition pour le lissage mécanique des pièces. Donc là, on va mettre la pièce dans un tambour avec des petites pierres pour avoir un très bon état de surface à la fin. On est aussi accompagné de AMT Post Pro qui eux proposent des solutions sur le sablage, donc les pièces en poudre, donc SLS, et du dépoudrage automatisé avec leur solution en dessous, et une solution qui aujourd'hui marche très bien et qui est de plus en plus utilisée, c'est ce dont je parlais, c'est la vaporisation de solvant, donc lissage chimique de la pièce. Ça va permettre d'aller chercher un état de surface sur une pièce SLS qui est de base sortie d'imprimante assez poreuse, d'avoir un très bon état de surface, d'avoir de l'étanchéité sur la pièce, de rendre la pièce plus facilement décontaminable. Et c'est aussi plus intéressant d'un point de vue mécanique parce qu'on va refondre un petit peu la pièce en surface. On va faire comme une coquille autour de la pièce et elle résistera mieux dans le temps. On propose aussi des distillateurs de solvants pour ceux qui utilisent une grande quantité de solvant, de la purification d'air, parce qu'on ne peut pas toujours mettre une extraction d'air là où on l'avait prévu, ou alors c'est un surcoût pour aller produire avec de l'impression 3D. C'est quelque chose qui peut poser problème. On peut, on peut y répondre avec ces purificateurs d'air qui sont hyper simples, hein. Ils se branchent, vous allez le voir là-haut, et on est prêt à produire. La sélection du post-traitement, c'est un sujet qui est assez important, et justement, on a eu ce cas dans une étude de savoir, OK, quel moment est-ce que ça va poser un goulot d'étranglement et comment est-ce qu'on va être capable d'y répondre. On a émis deux hypothèses avec deux alternatives. Donc, en l'occurrence, là, c'est avec du Formlabs. Donc, la première alternative, c'est de passer par le post-traitement qui est proposé par Formlabs avec toute la solution, donc le wash et le cure. Deuxième solution, c'était d'aller vers une solution de post-process, la Demi X520, qui permet de faire du rinçage sans IPA et sur du plus grand volume. Donc, on est allé voir si ça correspondait, en fait, ça retirait ce goulot d'étranglement. Donc, c'est une solution qui est peut-être plus onéreuse au moment de l'achat, mais finalement, sur la production, va faire gagner un temps, et du coup, on s'y retrouve au bout d'un certain temps. Donc, voilà. Ça, on est capable de faire des études sur ces sujets-là.
Je vais un petit peu compléter du coup les parties de mes collègues sur les matériaux, parce que ça va un petit peu, ça va un petit peu ensemble. Je vais passer en revue assez rapidement les matériaux qui sont disponibles dans nos différentes technologies. On va commencer avec le FDM, parce que je pense que c'est ce que tout le monde a déjà utilisé, notamment avec ces matériaux-là. Donc, ah, il manque une slide. Bon. La première slide, c'était du PLA, de l'ASA, etc. C'est des matériaux que tout le monde connaît, donc on va directement aller sur des matériaux qui sont un peu plus techniques. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer avec des matériaux comme le polycarbonate, le nylon 6 et le nylon 12, des dirans. Donc là, on est sur des matériaux qui vont offrir des propriétés au global assez intéressantes, pas que des propriétés mécaniques, mais ça peut être des propriétés de résistance thermique ou chimique et qui vont être assez intéressantes. Et après, on peut aussi aller sur des matériaux haute performance. Donc là, on va retrouver, comme Théo l'a dit pour l'outillage, on va retrouver des matériaux qui vont permettre d'aller chercher des propriétés très spécifiques sur certains cas d'usage, sur des hautes températures, sur de la pression, ouais, etc. On a notamment le ST130 qui lui est pour un cas très spécifique qui permet de faire du noyau sacrificiel et c'est du noyau soluble. Donc pour le drapage carbone, c'est des choses qu'on pouvait difficilement faire avant et aujourd'hui on est capable avec ce matériau-là d'offrir une solution qui est convenable pour nos clients. Quand on parle matériaux, on arrive souvent à une certaine limite, c'est les qualifications. Vous allez vouloir mettre dans des transports en commun, alors ça peut être l'aéronautique, mais aussi le ferroviaire ou le transport terrestre, vous allez avoir un certain nombre de certifications qui vont pouvoir être bloquants. Aujourd'hui, on a de plus en plus de matériaux qui vont être certifiés. On a aussi des machines et des process qui vont être certifiés. Donc là, on est capable de vous accompagner, de qualifier avec vous et de, de voir si ces solutions-là sont viables pour aller chercher certaines qualifications, et notamment dans l'agroalimentaire. Alors là, on aura l'occasion d'en reparler avec Fabulous qui nous accompagne aujourd'hui. C'est aussi des choses sur lesquelles on a certaines matières, notamment chez Stratasys aussi, qui sont certifiées au contact alimentaire. Voilà. Bon, après, là, on a quelques graphes. Je pense que je ne veux pas vous endormir avec des graphiques, mais ça, c'est des données qu'on est capable de vous donner quand vous nous les demandez. Donc, si vous avez vraiment des choses à tenir, on est capable d'y aller. Au niveau temps, je me trouve, on a encore un peu le temps de passer sur toutes les résines, etc. Je sais pas si- Parce que bon, les résines, on en a aussi un petit paquet, donc on pourra passer rapidement. Je vais passer sur les principales qui peuvent être intéressantes. Théo l'a évoqué tout à l'heure, la rigide 10K, c'est une résine à charge de verre qui permet une tenue en température et en pression. Donc c'est beaucoup utilisé pour la production de moules. Un sujet qui peut être intéressant que j'ai eu avec un client, c'est un client qui faisait du moule, des prototypes de moule pour des prototypes bonne matière pour son client. Et ça a permis d'adapter le design. Donc c'était le design d'une bouteille. Finalement, ils ont été capables d'itérer très rapidement sur le design de cette bouteille parce que leur client s'est rendu compte que quand la bouteille tombait du haut d'un comptoir, elle éclatait à un certain niveau où il y avait une fragilité. Donc ils ont été capables d'adapter leur design très rapidement, réimprimer un nouveau moule, réinjecter en bonne matière et refaire le test pour voir si là, l'adaptation du design tenait. Voilà. Résine silicone, on en a parlé, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Je vais passer rapidement, mais voilà. On a du flame retardant, des résines qui sont spéciales ESD pour les charges électrostatiques, du résine biomédicale, etc. Au niveau du SLS et des poudres, on a différents nylons, donc PA12, PA11, PA12 chargé fibre de verre, du TPU, etc. Ça, vous allez pouvoir l'expérimenter en touchant directement les pièces lors des ateliers un petit peu plus haut. Voilà.
Et je reviens rapidement sur le PA11 Detect de Fabulous, qui est aujourd'hui l'une des solutions les plus viables sur le contact alimentaire, donc qui est complètement certifié pour le contact alimentaire, qui peut être couplé avec le lissage chimique dont j'ai parlé tout à l'heure, pour éviter la porosité du matériau, un process qui lui aussi est certifié au contact alimentaire. Donc aujourd'hui, c'est une solution qu'on est capable de vous offrir pour aller produire des pièces qui vont vraiment être en contact avec les aliments ou en outillage dans la production. Donc, voilà. Au niveau des résines polyjet, ça aussi, c'est des choses que vous pourrez voir au-dessus en regardant les pièces directement. On va aller chercher des couleurs très, très fidèles, de la transparence, de la souplesse. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du Tough One, on va aussi être plus intéressant mécaniquement. Donc, on va avoir des pièces où on va pouvoir faire du prototype, de clippage et de vissage, etc. Donc voilà, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Je vous remercie pour votre attention.